13h passées de 34 minutes à Srka dans la préfecture de la Bina. C'est la même heure à Awangelo dans la Kosa, même heure également à Noépé dans Kébé. Nous sommes dimanche 4 septembre 2022. C'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire avec la messe médiatique dont l'évangile est composé de 4 chapitres, à savoir la visite en catimini du chef de l'État burkinabé, Damiba, à son homologue fort, la 8e ticade qui s'est tenue à Tunis, en Tunisie, la problématique de la rentrée scolaire dans un contexte de vie difficile et de mort facile, et le bilan de la sécurité routière pour le premier semestre. Tous ces chapelets à égrener avec Kwame Mayaba, ici présent déjà, le patron du journal Le Sorbonnard, devenu le Symposium, un journal en double parution, oui, en parution papier et surtout en ligne. Kwame, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux fidèles téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent chaque dimanche à la messe médiatique. Je profite de ce plateau pour dire bonjour à un aîné. Pourquoi pas? Parce qu'il a été un artisan dans la vie d'une famille que je préfère tel le nom. Il a agi dans le sens de l'humanisme. Et aujourd'hui, grâce à lui, cette famille a trouvé le sourire aux lèvres. Je lui rends hommage et profiter en même temps pour demander à toute bonne volonté, oui, qui voudrait mieux faire dans le même sens, de ne pas hésiter, parce que faire du bien à quelqu'un, je crois que cela a quand même un retour qui est favorable et bénéfique à l'ensemble de la population. Tout à fait. Il y a un adage qui dit que celui qui donne aux hommes prête à Dieu. Tout à fait. Merci d'avoir bravé la pluie, oui, pour arriver. Et tout comme toi, je voudrais bien dire un coucou spécial à un frère. Oui. Un frère, je le dis, c'est un frère du village de Maison, et puis un cadre de notre milieu. J'ai nommé l'honorable Tou Porski, à qui je dis un coucou et souhaite une bonne fin et un bon début de semaine à sa famille. Alors, nous attendons un autre célébrant, co-célébrant, c'est Germain Pouli, qui j'espère est en route ou peut-être dérangé par la pluie qui s'abat sur la ville de Lomé en ce moment. Non, je crois qu'il est tout simplement en retard parce que la pluie ne pouvait pas l'empêcher, parce qu'il roule dans une maison en mouvement, et donc il pourra être abrité pour pouvoir arriver. Germain, nous vous attendons très impatiemment. En effet, techniquement, je suis bien servi par Mati Ibrahim, et de l'autre côté c'est Quentin Bidola, avec l'assistance en termes de réalisation de la charmante Marguerite Sintaya, à qui je dis merci pour sa main forte cette émission. Moi, c'est le prince héritier de la Bina, vous me connaissez très bien. En effet, le chef de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, si on peut avoir les images, a effectué une visite discrète et éclair auprès de son homologue togolais, Fort Essos Nanyasingbe, entre vendredi 19 et samedi 20 août, sans que personne n'en parle ou ne sache. Surtout, il a fallu attendre le jeudi dernier pour que le flambeau des démocrates ait des échos et qu'il en parle. Il dit avoir eu des étincelles de l'information du ministre Lionel Bilgol, porte-parole du gouvernement burkinabé,
qui aurait levé le voile sur ce qui presque là, ce qui jusque-là était un secret d'État. L'information a été confirmée ou relayée le lendemain, vendredi, par un autre journal, le canal Indépendant, c'était le 2. Alors, Neba, nous, journalistes, comme tout univers, comme tout curieux, pouvons nous poser la question de savoir pourquoi ce silence autour d'une visite aussi haute, aussi de haut niveau. Oui, et je crois bien, depuis un moment, votre question s'inscrit dans une logique donnée. C'est-à-dire quand il y a une visite des chefs d'État dans un pays donné, je crois qu'il y a une communication qui est donnée. Oui. Alors, les gens se posent la question par rapport à la visite d'Amiba au Togo, qu'aucune information n'est passée, que cela soit une visite éclair et discrète. Alors, qu'est-ce qui motive cette discrétion? Je crois bien, les raisons, je ne le saurais pas de façon... Bon, peut-être que je vais apporter mon analyse par rapport à ce qui s'était passé pour dire simplement que depuis un moment, vous avez vu que le chef de l'État togolais est dans l'arène des grands hommes d'État en Afrique. Vous savez, la crise africaine, quand je parle de la crise africaine, quand vous voyez le coup d'État au Mali, ça a commencé par là, après c'est le Burkina, c'est allé, enfin c'est en Guinée, après le... Donc, je crois que les chefs d'État de la CEDEAO sont réunis dans une logique donnée pour dénouer la crise dans ces différents pays qui ont connu ces coups d'État. Et depuis lors, vous avez vu que le chef de l'État togolais, le numéro 1 togolais, a été l'artisan principal pour le dénouement des différentes crises, enfin de ces crises-là dans ces différents pays. Et il a été, même si de pas façon officielle, choisi de façon logique pour mener la médiation aux côtés du Mali pour que le 49 détenus, non pas seulement les 49, avant les 49, puisse quand même revoir les accords, revoir les sanctions pour que le pays puisse pousser un ouf de soulagement. Et il a obtenu gain de cause. Aujourd'hui, le Mali retrouve sa stabilité grâce au président togolais parce que sa médiation, vous avez vu, avec diplomatie qu'il a joué pour qu'aujourd'hui ce pays se retrouve dans ses logiques. Mais n'oubliez pas également que par rapport aux 49 militaires ivoiriens que nous avons connus, il y a beaucoup qui ont, le Mali même a sollicité la médiation du Togo pour qu'il vole au secours de ces 49. La médiation a commencé au Togo ici quand entre-temps nous avons vu des supputations qui sortaient comme quoi, bon, le chef de l'État togolais n'a pas été à la mesure puisque les confrères l'ont dit et n'est pas arrivé au dénouement de la crise, mais aujourd'hui côté ivoiro-malien. Mais aujourd'hui, raison est donnée parce que sur les 49, je crois, il y a trois femmes de ces 49 qui ont été libérées. Ça veut dire que dans les jours à venir, on aura gain de cause par rapport à cette médiation. Non seulement ça aussi, vous avez vu que le chef de l'État joue à l'apaisement. Je crois bien que pour ce qui concerne la stabilité, pour ce qui concerne, comment vous l'appelez, pour ce qui concerne la paix, pour ce qui concerne le vivre ensemble, le chef de l'État est prêt à gérer ces crises-là pour que ce qu'on appelle la cohésion sociale, ce qu'on appelle l'unité dans l'ensemble de la communauté, même de l'Afrique dans son ensemble, que cela puisse se retrouver et faire face à un défi réel qui est le développement de l'Afrique. Donc, à cet effet, il y aurait peut-être certaines discussions qui seront des discussions secrètes qui seront menées parce que si le chef de l'État burkinabé quitte et il arrive au Togo de façon discrète, peut-être qu'il est en train de chercher par rapport aux différents mouvements, par rapport aux différentes crises, comment faire pour trouver des solutions médianes à ces différents problèmes. Donc je crois que dans les jours à venir, on aura forcément les résultats par rapport à ces visites éclairs là
et que l'opinion ne tardera pas, et ça ne tardera pas à éclairer l'opinion sur l'ensemble de ces questions-là, qui sont des questions purement politiques. Mais nous saluons la démarche, mais également, nous, en tant que médias, on appelle quelque chose secret d'État. Nous n'allons pas crever l'abcès. Nous allons demander à ce que tout ce qui est source officielle, que ça nous parvienne, qu'on ne nous fasse pas la rétention de l'information pour que cela soit à la disposition de tout le public, parce que les gens en ont besoin. Mais le secret d'État existe peut-être pour des questions purement, je ne sais pas comment les apprécier. Il peut vous faire économie de cette communication-là, parce que ça peut avoir lieu ou être à l'origine de beaucoup de situations. Voilà, dans tous les cas, des indiscrétions que le journal, certains journaux comme Flambeau des démocrates a pu piquer du côté du Burkina Faso, font quand même état, comme vous venez de le dire, d'une rencontre qui s'inscrirait dans le cadre de la recherche des solutions par rapport à la crise qui sévit, notamment le terrorisme et l'extrémisme violent. Vous n'êtes pas sans savoir que le Burkina Faso est censé être un territoire par lequel transitent les terroristes pour frapper au nord du Togo, Donc nous espérons que cette visite puisse permettre aux deux chefs d'État de s'entendre pour une action en synergie pour pouvoir repousser ces terroristes. Je crois bien que la visite aussi, qu'elle soit discrète ou pas, est à prendre du bon côté. Oui, effectivement, parce que depuis un moment, vous avez vu comment le Togo aussi attaqué par ces terroristes, parce qu'ils ont pris, le Burkina est devenu le théâtre de ces, c'est-à-dire que c'est devenu une terre fertile où ces terroristes ont pu prendre certaines régions ou certaines villes pour siège. Et c'est ça qui fait qu'il y a toujours la migration de ces terroristes vers le nord du Togo. Donc aujourd'hui, si on veut chercher des compromis ou enfin à discuter de façon inter-État pour voir quels sont les problèmes, quelles sont les solutions à envisager pour qu'on puisse mettre fin à ces actes-là ou à ce terrorisme, il serait important que nous puissions poser des questions sur l'ensemble de ces questions-là. Donc, moi, je pense que la question du terrorisme, elle est aujourd'hui mondiale. Et en Afrique aujourd'hui, elle sévit dans toutes les dimensions. Nous demandons à ce que ces relations-là, ces déplacements-là puissent quand même donner des résultats par rapport à ce terrorisme-là qui, ma foi, ne donne pas de répit dans la sous-région. Elle est plus qu'une comment l'appelle-t-on, elle est plus qu'une mine. Oui. Aujourd'hui, partout où vous allez, il y a cette question de terrorisme qui est sur les lèvres de tout le monde. Il faut envisager des solutions par rapport à cette crise-là. Et je crois que ça s'inscrirait dans cette logique et c'est une bonne chose. Mais des informations, ce que nous attendons de tout cela, c'est que cela accouche, quelque chose de bien au bénéfice de nos deux pays là, et que l'ensemble de la population puisse quand même profiter de ces rencontres-là. Alors que Germain Pouli vient de nous rejoindre avec parapluie à la main, preuve que la pluie est passée par sa trajectoire. Bienvenue Germain. Bonjour Eric. Bonjour. Les téléspectateurs ont déjà compris en voyant votre tenue. Vous avez raison d'être là. Bon, c'est pas une raison, un peu mon confrère était D'accord. Oui, nous étions en train de parler de la visite qualifiée de discrète ou en catimini que le chef de l'État burkinabé a effectué au Togo auprès du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Et on se disait pourquoi une visite aussi importante doit être discrète, et c'est du côté du Bénin qu'on doit attendre alors que nous avons une direction de communication très équipée dans notre pays. Oui,
Oui, tout à fait. Donc, je pense que c'est la situation qui le veut ainsi. Vous savez qu'aujourd'hui, le terrorisme devient une affaire très complexe. Notre boulot, même la médiatisation aujourd'hui, est un problème pour la lutte contre le terrorisme, au point où les États qui sont concernés par le fléau veulent avoir une collaboration avec les médias dans le traitement et la diffusion de l'information relative au terrorisme. Alors quand un président effectue une visite officielle dans un autre pays, généralement on en parle, la presse en parle, et si on n'en parle pas, c'est parce que les sujets qui sont discutés ne méritent pas d'être médiatisés. Vous savez que les djihadistes aujourd'hui sont très organisés, ils contrôlent aussi bien l'information que les États font aussi. Et donc, je pense que les deux pays n'avaient pas envie de communiquer sur cette rencontre. D'abord pour des raisons sécuritaires, donc on n'a pas besoin de dire qu'on travaille ensemble pour combattre l'ennemi qui aussi s'organise en fonction. Et pour d'autres raisons aussi diplomatiques qu'on ne maîtrise pas, cette rencontre n'était pas nécessaire de la médiatiser de mon point de vue. Et donc c'est vrai quand même qu'on le sache parce que ça rassure la population de savoir qu'il y a une collaboration entre les deux pays parce que notre pays pendant longtemps a été épargné parce que nous avions une force tampon qui était de l'opération Condor qui est installée là-bas, mais en même temps parce que aussi du côté du Burkina, l'armée burkinabé tenait un peu. On a vu que ces derniers temps, tout le sud du Burkina est pratiquement passé sous le contrôle des djihadistes, ce qui a fait que le dispositif mis en place par l'État togolais a permis aussi d'autres difficultés et les percées djihadistes ont pu avoir lieu avec toutes les conséquences qu'on connaît. Donc c'est rassurant pour la population de savoir que finalement les deux pays coopèrent pour faire face à ce qui se passe à l'extrême nord du Togo et au sud du Burkina Faso. Mais stratégiquement, je pense que pour les deux présidents et leurs collaborateurs, il n'était pas nécessaire de médiatiser donc cette rencontre-là. Mais aujourd'hui, on le sait. On pourra déplorer le fait qu'on n'ait pas été associé à la médiatisation de cette rencontre, mais on comprend en même temps que c'est des choses aujourd'hui sur lesquelles les États ne communiquent pas beaucoup, tout comme un certain nombre de détails par rapport aux attaques, parce que aujourd'hui le djihadisme se nourrit de la médiatisation. Et il y a très attention à toutes les informations qu'on diffuse aujourd'hui. D'accord. Merci. On passe au second chapitre. Le Togo a encore diplomatiquement brillé cette semaine. Et cette fois-ci, c'est du côté de la Tunisie que la représentante du Togo à la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement s'est illustrée de fort belle manière d'ailleurs. Pour le Togo, elle a été perçue de près ou de loin par certains de nos journaux, dont voici les commentaires. De la paix et de la sécurité en Afrique, lit-on dans le quotidien national Togo Presse. C'est la présidente de l'Assemblée nationale, Tchibodi Yawa Tchegan, qui a représenté le Togo à cette rencontre de haut niveau. Elle y a présenté l'approche du Togo en lien avec le développement de l'Afrique autour du thème paix et sécurité, comme le relève l'Union. C'est à travers un discours très éloquent qui a fait d'elle la vedette de la TICAD 8, congratule le libéral. Madame Tchegan a appelé à plus de mobilisation des États et des partenaires, comme le souligne Symphonie. Avec sa ajoute Vision d'Afrique, le Togo devient ambassadeur de la paix en Afrique. À Tunis, conclut Ouara les vainqueurs et Togo Réveil,
c'était vraiment un appel du Togo pour plus d'actions coordonnées entre les États en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. Un appel lancé du haut de la tribune par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Tchigbodi Djegan, qui a représenté le Togo à cette grande rencontre. Voilà, Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Germain, a encore impressionné l'Afrique. On se souvient, dans un passé très proche ou très récent, elle avait fait également dans un autre pays, dont j'oublie le nom, le nom, elle avait rehaussé l'éclat du pays. C'est vraiment une dame des grandes rencontres, on peut dire. Oui, vous savez que selon la Constitution, c'est la deuxième plus haute personnalité de l'État. C'est elle qui éventuellement, dans la plupart des pays, remplace le chef de l'État en cas de vacance du pouvoir. Aujourd'hui, il y a une rencontre, donc aujourd'hui le week-end dernier, donc à Tunis, c'est une rencontre entre le Japon et l'Afrique. Le Japon a souhaité délocaliser cette rencontre qui se tenait d'habitude au Japon. À Tokyo. Le Japon a choisi maintenant de la tenir dans différents pays africains. Cette année, donc c'était en Tunisie. Et le chef de l'État qui devait y être a souhaité se faire remplacer, donc se faire représenter, j'allais dire, à cette rencontre par la présidente de l'Assemblée nationale. Et vous le dites si bien, nous avons une femme de carrure, une vraie personnalité politique. On l'a vu dans des rencontres de haut niveau. De haut niveau. La dernière fois, c'était je crois dans un pays asiatique, arabe. En Arabie. C'était pour la lutte contre le terrorisme aussi. Et on la voit aussi dans des grandes rencontres internationales des parlementaires. Et elle a quand même cette carrure-là. Elle est très appréciée. Elle fait le job, comme on le dit, tout simplement. Et c'est une fierté pour notre pays. D'autant plus que notre pays aussi est pratiquement le meilleur aujourd'hui en Afrique en termes de promotion de la femme à des hautes sphères de décision. Donc nous sommes pratiquement le seul pays où on a une chef de gouvernement qui est femme et en même temps un président de l'Assemblée nationale qui est femme. On n'oublie pas les nombreuses mères qu'il y a aujourd'hui, les directeurs généraux, directrices générales si on veut, ainsi que des députés et un certain nombre de femmes responsables dans les hautes sphères de décision. Et on n'a pas atteint le niveau qu'il faut parce qu'aujourd'hui on demande pratiquement 30% de femmes. On n'a pas encore atteint ce seuil-là, mais c'est déjà ça. Le Togo fait office de référence en matière de promotion des femmes donc à ces postes-là. Et nous sommes d'autant plus heureux que ces femmes-là se sont à la hauteur de leur tâche. Il ne s'agit pas de promouvoir la femme pour la promouvoir, mais il faut mettre une femme capable de faire le travail. Aujourd'hui au Togo, on peut être satisfait de l'image et de la qualité du travail que font ces femmes-là, l'image qu'elles véhiculent et à travers la représentation du pays. Et donc elle a eu quand même à faire une communication à Tunis sur l'importance de la sécurité et de la paix donc, pour le développement de l'Afrique, parce qu'il faut le dire encore, cette rencontre est orientée vers le développement de l'Afrique dans son partenariat avec le Japon et soutenue donc par plusieurs instances internationales dont l'ONU et l'Union africaine, et donc on ne peut que saluer cela. C'est une prestation assez remarquée et remarquable. Elle est allée tout simplement livrer avec beaucoup de qualité le message du chef de l'État donc à cette tribune. Voilà. Comme on parle de la paix et de la sécurité et c'est le président de l'Assemblée nationale qui répond. On peut se demander pourquoi pas le ministre de la Sécurité, par exemple. Non, au fait, je crois que cette rencontre, comme l'a dit Germain, n'est pas une rencontre diplomatique. S'inscrit dans le cadre du développement
des pays africains. Aujourd'hui, je crois que c'est le chef de l'État en principe qui devait prendre part à cette rencontre. Oui. Mais il a souhaité être remplacé par, je crois, Tchegan, parce que pour des raisons peut-être propres au président de la République. Mais et c'est fort logiquement. Oui, c'est fort logiquement. Vous savez que c'est la deuxième autorité politique au Togo. Et comme vous l'avez posé la question, ce n'est pas logiquement, ou comme vous le dites, dans le cadre de la hiérarchie, vous dites qu'une rencontre comme celle-là, après le président de la République, c'est pas le ministre des Affaires étrangères, logiquement. C'est le président ou la présidente de l'Assemblée nationale qui représente le président de la République. Pas le ministre le ministre de la Sécurité, puisqu'on parlait de la sécurité. Non, ici, on dit selon l'hiérarchie, le président de la République va déléguer peut-être le deuxième autorité qui va le représenter. Ça peut arriver également qu'il délègue un membre du gouvernement pour pouvoir le représenter. Donc ici, nous attendons, c'est vrai, la communication qui a été donnée, elle a été appréciée par l'ensemble des participants à ce sommet. Et nous voyons que la paix et la sécurité préoccupent plus d'un par rapport aux enjeux de l'heure. Quand on parle de la sécurité, quand on parle de la paix, sans la paix, il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas de développement. Oui. Justement, sans la paix et la sécurité, il n'y a pas de développement. Donc on peut mettre l'accent sur cette thématique-là pour que les gens puissent prendre en compte ce qui est considéré aujourd'hui comme fléau social. Quand vous prenez par exemple le terrorisme, donc ça bouscule un peu les États. Ça fait que ce que nous entendons par rapport au développement, si nous ne mettons pas l'accent, ou les États ne mettent pas l'accent sur la paix et la sécurité, nous n'arriverons jamais à ces défis-là qui sont les défis de développement. Mais dans notre sens là, il faut aussi reconnaître que le Togo aujourd'hui dans le Conseil des Nations est en train de faire des exploits en matière de développement, enfin, en matière de sécurisation. Là, vu comment le chef de l'État togolais a été sollicité sur l'échiquier politique par rapport à la médiation dans certains pays en crise. Et donc notre armée aussi, ou notre sécurité, la sécurité africaine, elle a un plus haut niveau. Et je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui reprocher un certain nombre de choses au Togolais ou au Togo parce qu'il y a une insuffisance. Certes, ce n'est pas ce qui est toujours au rendez-vous, mais le Togo est en train de faire des efforts dans ce sens-là. Et donc, pourquoi, quand on parle de développement, le Togo a eu plusieurs prix qui ont été décernés dans ce sens-là. Les Togolais ou le Togo est en train de vouloir donner de plus à l'actif de ce qui est présenté sur le plan international. Nous attendons que de ces rencontres-là, qu'ils puissent avoir des résultats parce que c'est ce qui est important. Quand vous allez à une rencontre, les gens veulent le retour sur ce qui est présenté. Donc maintenant, il ne faut pas que cela reste dans la communication. Il faut que cela soit suivi de faits ou des actes pour que nous puissions quand même tous apprécier, être gagnants dans cette lutte-là. Mais Germain, vous qui avez consacré un titre à cet événement, avez-vous une idée sur les conclusions d'une telle rencontre cette année? Vous savez que le Japon accompagne beaucoup les pays africains, dans un pays comme le Togo qui bénéficie énormément du Japon en termes d'aide au développement dans le domaine de l'hydraulique villageoise par exemple, donc de l'adduction d'eau dans le domaine alimentaire aussi. Il y a un projet qui s'appelle le Kennedy Round, initié par le Japon, qui consiste à fournir des tonnes de riz qui les revend. Donc pour engager de l'argent et pouvoir financer un certain nombre de produits. Le Japon donc présent dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine commercial aussi. Le Japon distribue assez en Afrique, même si il est assez concurrencé par la Chine, l'Inde et la Turquie et un certain nombre de nouvelles puissances. C'est des relations
que l'Afrique en général, et le Togo particulièrement, donc, va garder. Je pense qu'il y a un projet qui est né dans le Japon. Le Japon a initié un programme qui consiste à apporter une aide à la stabilité de l'Afrique. Le thème est important parce que vous avez aujourd'hui tous les efforts de développement des pays africains, certains pays africains sont ébranlés par des problèmes d'insécurité, notamment le djihadisme. Aujourd'hui au Togo, les forces sont en train de converger vers la lutte contre le djihadisme. On ne parle plus trop de certaines actions de développement, même si on en parle, ce n'est pas dans les mêmes proportions. Et donc, l'insécurité fait que les efforts des gouvernants ne sont plus au rendez-vous dans certains secteurs vitaux. Et donc, le Japon aujourd'hui veut appuyer les pays africains à travers ce programme-là et les amener à plus de stabilité. Et donc, il y a des partenaires qui sont prêts, comme le PNUD, comme l'ONU en général, à accompagner le Japon dans cette aide-là. C'est un pays qui est assez loin de l'Afrique, mais c'est un pays qui a toujours été assez fréquent avec l'agence japonaise de développement qu'on appelle la JICA, je pense, c'est un sigle en anglais, qui a d'énormes projets aussi dans le secteur. Et ce genre de rencontres sont importants pour les pays africains. C'est vrai que certains se diront pourquoi toute l'Afrique va se réunir avec un seul pays. C'est ça. C'est ce que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, ce seul pays, c'est pas un petit pays. Aujourd'hui, le Japon, partout. Vous sortez en ville, la plupart des voitures sont japonaises. C'est des Toyota, c'est des licences, c'est des Mitsubishi. Et vous allez au niveau de là, on est ici à la télévision, les caméras qui nous filment, c'est des marques Sony, c'est des marques japonaises. C'est dire que c'est un pays qui est présent partout et militairement, c'est vrai, on n'entend pas beaucoup parler du Japon. Sauf que ces caméras et tous ces véhicules, le Japon ne les offre pas gratuitement, on les achète. Est-ce qu'on ne va pas dire alors que la coopération africano-japonaise profite beaucoup plus au Japon qu'aux Africains? Non, ça profite aux deux parties. Je me disais, le Japon offre beaucoup de riz au Togo chaque année. Le Japon va faire des forages, faire des constructions au Togo chaque année. Le Japon appuie un certain nombre. Le Japon fait même des dons financiers, mais en même temps, on ne doit pas aussi rester dans l'optique qu'on nous donne. Et vous savez, le Togo a une longue histoire, vous me permettez peut-être de revenir dessus. Il y a peut-être 7 ans, il y avait eu un séisme au Japon. Et le chef de l'État est allé donner $20 000, je pense, pour soutenir le Japon. En fait, ça faisait peut-être une trentaine, 40 de millions à l'époque. Et les Togolais étaient choqués qu'un président africain donne de l'argent à un pays riche comme le Japon. Alors que ce don a été fait à la Croix-Rouge japonaise pour qu'elle soutienne les sinistrés de ce séisme-là. Et je ne vous dis pas quel a été l'impact de ce don du chef de l'État au Japon. Et à une TICAD qui a été organisée au Japon, l'image qui symbolisait la fraternité entre le Japon et l'Afrique, c'était l'image où le chef de l'État togolais remettait à la Croix-Rouge japonaise qui lui offrait un tricot de la Croix-Rouge. Et donc, le gouvernement a diffusé cette image-là pour tous les pays africains qui étaient là, pour montrer que l'Afrique aussi est solidaire envers le Japon quand le Japon est dans les difficultés. Je le disais juste pour dire qu'on ne va pas toujours attendre que le Japon le donne. On achète, on paie, c'est vrai, mais demain, pourquoi nous aussi on ne pourrait pas produire des choses qui seront vendues au Japon? Pourquoi pas? Et on a connu des ambassadeurs ici. Je ne fais pas trop la promotion des diplomates, mais il y a eu un ambassadeur togolais au Japon, il était chargé d'affaires, M. Steve Boluna, qui avait l'habitude chaque année d'organiser une exposition au Japon. Et il amenait des produits du Togo qu'il exposait lors d'une semaine du Togo au Japon. C'est vrai que sur le plan production, on n'a pas
assez de produits qu'on peut vendre, qu'on peut exporter d'abord et qu'on peut vendre envers un pays comme le Japon, mais il faut travailler pour y être. Et aujourd'hui, avec des initiatives comme la plateforme industrielle d'Aditico, si des unités de production togolaises s'installent dans ces zones-là et arrivent à produire des denrées ou avoir des productions qui intéressent le marché japonais, on pourrait échanger, mais pour le moment, commercialement, le Japon en profite beaucoup plus que nous, mais dans d'autres domaines de coopération, le Japon aussi investit énormément dans nos pays. Mais je pense qu'après, il faut sortir de l'assistanat, il faut sortir du fait qu'à ces gens de rencontre, on se dise qu'est-ce que le Japon donne, qu'est-ce que nous aussi on apporte, qu'est-ce que nous pouvons vendre aux Japonais à part nos matières premières, parce qu'il faut le dire, c'est un pays qui n'a pas de matières premières, qui importe beaucoup, mais qui a su se bâtir à force de travailler, donc nous pouvons aussi aller à cette école. D'accord, mais pas au-delà du Japon, pour aller sur le plan général, à qui profite la coopération nord-sud ou sud-nord? Cette coopération sans langue de bois, je crois qu'on ne peut pas dire à tel profit, c'est des coopérations gagnant-gagnant. C'est vrai que le Japon a pu déboucher l'Afrique, parce que le Japon vend ses produits aux pays africains. En même temps, nous aussi, nous leur apportons, les offrons beaucoup d'opportunités. Donc c'est pourquoi quand nous restons dans cette logique de qui gagne, qui perd, je crois que la coopération ne va pas prospérer. Même si le Japon ne sont pas en mesure de fabriquer les matériels électroniques pour les automobiles aussi, mais aussi les pays africains doivent faire des efforts. Même si nous n'avons pas cette technologie de pointe pour pouvoir fabriquer, mais sur le plan agricole, qu'on puisse offrir certains produits qui puissent profiter aussi aux Japon. C'est là on pourrait parler de coopération gagnant-gagnant. Mais ici, nous voyons visiblement que le Japon fait dedans, ils viennent de faire, ils vont peut-être créer des opportunités, on fait des expositions pour présenter les produits africains et ils en achètent. Mais je crois à mon avis que la question de coopération aujourd'hui doit quand même relever d'un autre niveau. On dit que nous ne pouvons pas rester dans cette limite de dire que sans le Japon, l'Afrique ne va pas vivre. Également aussi, vous savez, c'est ça qui a fait aujourd'hui que même la guerre russo-ukrainienne que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, loin des milliers de kilomètres de l'Afrique, nous subissons les effets de cette crise-là. Ça doit faire repenser un peu les États africains dans leur dynamique de faire évoluer les choses. Parce que si vous attendez que de l'extérieur, je crois que beaucoup de choses vont vous rattraper. Donc cette question de TICAD 8 doit, puisqu'on dit que le Japon apporte beaucoup aux aides au développement de l'Afrique. Aujourd'hui, nous aussi, nous devons sortir de ce champ-là, créer d'autres opportunités pour que, même si ceux qui nous apportent de l'aide en contrepartie, nous aussi, on pourrait leur apporter quelque chose. Donc, moi, je vois aujourd'hui que cette dynamique doit changer pour qu'on ne parle plus de qui gagne, qui perd. Non, pour qu'on puisse parler de qui gagne, des relations gagnant-gagnant. Parce que la dynamique aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons pas les mêmes niveaux de développement, mais aussi, quelle que soit la taille de l'apport que tu puisses apporter, quoi qu'on dise, c'est de l'apport. Il a cité un exemple du chef de l'État togolais qui a apporté, je crois, de l'aide à à la Croix-Rouge japonaise au Togo. Ça a été présenté comme une image emblématique dans tous les États. Je crois que c'est des choses aujourd'hui qui puissent permettre aux États de dire que non, il a fait, c'est symbolique, c'est vrai que c'est insignifiant, mais c'est un impact, ça doit avoir un impact réel sur la conscience, la façon dont on conçoit le problème de l'aide au développement. Pour dire que quand vous êtes en difficulté, je ne veux pas dire que vous êtes déjà riche, vous n'avez pas besoin de moyens, non. Allez poser un acte symbolique, je crois que ça fait partie des principes de
partenariat gagnant-gagnant pour que nous ne puissions pas rester dans cette logique de dire que c'est l'autre qui doit toujours nous donner, alors que moi aussi je peux lui apporter aussi quelque chose. Très bien, bravo et merci, félicitations donc à Yawa Tchibodi Djegan qui a valablement rehaussé l'éclat du Togo à travers sa communication, sa brillante communication, et je crois que à l'article 9 elle y sera encore, ou le chef de l'État lui-même, pour encore faire briller le nom du Togo. Comme je le disais dans mon introduction, nous sommes aujourd'hui 4 septembre, et qui dit septembre dit rentrée scolaire. Une rentrée scolaire qui se prépare péniblement dans un contexte de vie cher où les parents ne savent pas à quoi s'en tenir, mais je vois des cheveux des cheveux blancs qui se multiplient. La situation est telle que certains journaux comme Flambeau des démocrates, si on peut avoir l'image, Flambeau des démocrates et puis le Canard indépendant ont été obligés d'en parler. Pour Flambeau des démocrates, cette rentrée scolaire constitue un véritable cauchemar pour les parents d'élèves que vous et moi sommes. Conscients de la situation telle qu'elle se présente, le Canard indépendant se demande quant à lui si le gouvernement va reconduire les mesures de l'année dernière, suppression des frais de collage et inscription aux examens, et d'autres mesures qui ont été prises par le gouvernement pour soulager les peines des populations. Voilà. Germain, il n'est vraiment pas aisé d'être parent d'élèves à ce moment-ci. Oui, c'est difficile. Vous savez, pour les parents, c'est la période la plus pénible. En même temps, c'est la période où ils sont plus responsables. Certains envoient leurs enfants pour la première fois à l'école. Ça veut dire qu'on prend la responsabilité de confier la suite de leur formation à cette institution qu'est l'école. Pour d'autres parents, ils ont déjà des enfants dans le circuit. Il faut pouvoir redoubler d'efforts et faire ce qu'on a fait déjà l'année passée. Et il y en a dont les parents quittent d'un cycle à un autre aussi. Et parfois, il peut les inscrire dans des universités privées. Les frais de scolarité sont beaucoup plus élevés aussi, en dehors des fournitures. Alors c'est des périodes très difficiles, et les banquiers l'ont compris. Ils ont institué ce qu'ils appellent le préscolaire. Et préscolaire qui parfois est détourné de son objectif quand on le contracte. Oui, parfois, pour aller voir ou pour aller construire. C'est pour ceux qui font des enfants, mais je pense que pour la plupart des parents, ils font ce prêt-là uniquement pour la rentrée, parce que c'est difficile par ses propres moyens de couvrir les charges de la rentrée si on n'est pas soutenu. Ceci dit, c'est au niveau personnel. Après, de la part de l'État, on attend une contribution. Aujourd'hui que la vie est de plus en plus chère et que les revenus n'ont pas beaucoup augmenté, mais les charges ont énormément augmenté, surtout les produits de première nécessité en dehors même de l'école et des cahiers, des fournitures scolaires. Il faut manger, il faut vivre. Et maintenant, il faut envoyer ses enfants à l'école. L'addition devient plus que salée pour les parents. Et nos confrères ont raison de souhaiter que l'État fasse quelque chose. Et nous avons tous crié ici, on a augmenté le prix du gaz butane. L'État estimait qu'il avait un niveau de subvention qui était devenu intenable, avec un peu plus de 10 milliards au premier semestre de l'année. Aujourd'hui, cette subvention n'a pas été totalement supprimée, mais elle a été considérablement réduite. Et on espère maintenant que l'État pourra quand même prendre une partie de cette subvention-là et l'injecter dans d'autres secteurs. On ne parle pas forcément de l'école seule, il y en a, mais à cette rentrée, les parents attendent quand même qu'un geste soit fait
C'est vrai que l'État n'a pas attendu la vie chère dans le sillage de la reprise post-Covid. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prises et c'est sûr qu'on va faire allusion aujourd'hui, mais est-ce qu'on va permettre aux parents de ne pas débourser, de payer les inscriptions et tout ça, étant entendu que dans le secteur de l'éducation de notre pays, bon, on le dit, les gens peut-être ne vont pas le reconnaître à sa juste valeur, mais c'est l'un des pays qui investit le plus dans le domaine de l'éducation. Alors il y a eu cette rencontre-là en Angleterre il y a quelques mois sur l'éducation, où on a recommandé aux pays africains de consacrer 25% de leur budget à l'éducation, alors que le Togo allait à cette rencontre avec 8%. Près de 30% d'ailleurs. Donc l'État mettait déjà plus que ce qu'on demandait aux gens d'aller vers 25%. L'État était déjà à 28%. Aujourd'hui, comme vous le dites, l'État a dépassé les 30%, surtout avec la construction et l'équipement des infrastructures, le recrutement, la formation et le recrutement des enseignants. Donc l'État en fait déjà assez, on l'exhorte à faire mieux parce que l'éducation c'est un peu la base de tout, mais en même temps aujourd'hui on ne peut que s'attendre à faire un effort supplémentaire de l'État au moment où les parents ont des difficultés, surtout ceux qui ont plusieurs enfants, ça ne va pas du tout être facile. Parfois on a plusieurs enfants, pas forcément parce qu'on est leur géniteur, mais on a des frères, des sœurs, on a des neveux, des nièces et tout ça. Donc il y a des orphelins à la rentrée c'est assez pénible et ça serait vraiment un très bon signal que l'État accroisse son engagement au profit de l'éducation en faisant un signe, peut-être pas forcément à la rentrée, mais pendant l'année scolaire, pour qu'on puisse assister à une mesure qui vient alléger les peines des parents. L'autre question, Néba, que l'on se pose est de savoir si tout est prêt, côté administration, pour que la rentrée ait effectivement lieu. Je parle des infrastructures scolaires, les salles de classe, les écoles, le personnel enseignant, surtout que quand on sait que les effectifs des apprenants augmentent d'année en année et chaque année d'ailleurs. Non, si on se projette sur votre question est mitigieuse parce que quand vous parlez tout est prêt, je ne sais pas. Comment si tout est prêt? Non. Côté infrastructure, côté personnel. Moi personnellement, j'estime que on n'arrivera pas à être prêt à 100% pour entamer une année scolaire. Mais les dispositions qui ont été prises, vous savez que quand même dans le découpage de l'année scolaire, tout est tenu en compte, vous partez de telle à l'autre année, la rentrée est déjà fixée. Ça veut dire qu'il y a déjà des activités où les mesures qui sont prises dans ce sens-là pour que, sauf cas de force majeure, s'il y a d'autres éléments qui viennent obstruer ce qui a été prévu, ça peut peut-être, c'est pour ça qu'il y a même parfois le calendrier scolaire, on arrive à le modifier, à le changer et tout. Donc moi je me dis que l'État a déjà un programme qui est déjà conçu dans ce sens-là, sauf que peut-être, je le disais tantôt, s'il y a d'autres événements qui viennent surfer sur ce qui est déjà prévu, ça peut basculer un peu le calendrier, ça peut jouer un peu sur le calendrier scolaire. Mais ici, je me dis qu'avec la vie chère, pour revenir en ce qui concerne la vie chère, je crois qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que cette vie chère couplée de la pandémie qui était passée, enfin qui est encore là dans nos murs, et vient s'ajouter la vie chère. Et les Togolais n'arrivent pas à se retrouver en cela. Maintenant, la rentrée, vous allez me poser la question aujourd'hui, nous qui sommes parents, comment on entend cette rentrée? Tout à fait. Que la vie, qu'il y ait vie chère ou pas, les enfants, la rentrée aura belle et bien lieu. Surtout avec le Cocoroco. Oui, pas Cocoroco. C'est ce qui est demandé dans l'ordre normal des choses. Ce n'est pas Cocoroco. Quand vous parlez de Cocoroco, c'est comme c'est une mesure exceptionnelle. C'est Cocoroco, ça ne décide rien. C'est le gouvernement qui a. C'est vrai que c'est lui qui est le patron du ministère, mais il ne fait rien qui n'est pas prévu dans le plan du gouvernement. Donc je me dis qu'aujourd'hui, avec la vie chère et
aujourd'hui, la rentrée, c'est une situation qui est un peu complexe. Les parents n'arrivent pas à se retrouver avec cette rentrée, mais le 19, la rentrée tient. C'est que nous connaissons comment ça va se faire, mais avec la vie chère, nous attendons beaucoup plus du gouvernement parce que c'est vrai qu'il y a des actions qui ont été menées, mais sont très insuffisantes parce que on ne compare pas, nous n'allons pas rentrer dans les comparaisons, mais nous disons que chez nous, aujourd'hui, c'est difficile pour quelqu'un qui a 2 ou 3 enfants, qui doit les scolariser, qui doit les amener à l'école, ce serait vraiment une tâche difficile. Mais comment faire pour que cela soit possible? C'est la grande équation, c'est ce qui est un peu compliqué maintenant. Est-ce que les gens sont peut-être demandés en train de voir, puisque quand vous parlez de préscolaire, on ne vous donne pas de l'argent, c'est prêt, vous allez rembourser. Et puis avec des contraintes que vous connaissez, même si elles sont plus légères, je me dis que ici le gouvernement est en train devait ou doit nécessairement prendre une mesure qui puisse soulager ce secteur-là, qui est un secteur essentiel, même s'il n'est pas productif. Ça, il faut le productif à long terme. Oui, à long terme. Je parle de la rentabilité. Quand l'État met les moyens, on n'a pas le voilà, en termes pécuniaires, donc à long terme. Il faut préparer des ressources pour le futur. Mais ici, ce que nous demandons, vous n'allez pas, qu'un parent nous va aujourd'hui vous dire que avec la rentrée, parce que tout est doublé, tout a doublé. Quand vous rentrez les cahiers qui est 100 pages, qui est à 100 francs et vous allez de 150, le cas qui à l'époque on pouvait à 2000 et vous allez le trouver à 3500, c'est un peu compliqué. Mais depuis longtemps sur tous les plateaux que nous passons, nous exhortons les chefs de l'État en premier parce que c'est lui qui est à la barre, c'est lui qui tient la manette. Si c'est un pas bon Togo, c'est le nom du président de la République qu'on appelle. Et c'est vrai qu'il a ses collaborateurs, ses ministres qui travaillent dans des secteurs donnés, mais qu'il pense essentiellement à cette question du chère pour trouver certaines mesures qui puissent soulager de façon considérable aux populations. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mesures qui sont apportées, mais ne sont pas, on ne les sent pas sur le vécu du quotidien. Nous demandons à ce que, comme si cela peut être, je ne suis pas technicien de la matière, si on pouvait peut-être revoir la valorisation de la grille salariale, par exemple, c'est un exemple du SMIC, cela peut-être pourrait donner un coup, mais en le faisant, est-ce que ça ne va pas jouer sur le cliché par rapport à l'augmentation? Donc c'est pourquoi je dis je ne suis pas technicien. Il a un mot à dire dans cette question-là pour réfléchir sur ces présenteurs-là, sur ces paradigmes-là, afin que nous puissions sortir de cette situation qui nous coste trop et qui, ma foi, on ne retrouve pas. Parce que quand vous ne trouvez pas à manger, même quels que soient les actes que quelqu'un pose, vous ne les voyez pas. En tout cas, nous espérons que le chef de l'État est entouré de bons économistes, qui pourront, économistes macro ou micro, qui pourront analyser tous ces tenants et aboutissants pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour soulager les peines des populations. Le temps qui nous est imparti en train de s'en aller. Nous allons migrer vers un autre chapitre, mais tout en priant et en souhaitant que, effectivement, nous comptons vraiment sur le gouvernement qui certainement est en train de... J'allais également ajouter quelque chose. Le gouvernement, pour aider à cette rentrée, j'en profite pour saluer le grand travail fait par les ONG, puis des personnalités dans l'humanitaire, surtout dans le domaine de l'éducation. Vous allez voir qu'à cette rentrée, plusieurs ONG, plusieurs personnalités vont offrir des fournitures scolaires aux élèves issus des milieux défavorisés. Et donc ces personnalités-là font beaucoup. On ne parle pas beaucoup de ça, mais elles font énormément en soutien à l'éducation. Il faut saluer cela et dire aussi qu'on les attend à cette rentrée, parce que forcément ces actes-là viendront parfois bien des hommes politiques qui retournent à leur base. Mais il y a des ONG qui font un travail assez remarquable dans ce domaine. Il y a des mécènes aussi qui savent que des parents ont des difficultés pour joindre les deux bouts d'abord, maintenant à la rentrée pour inscrire les enfants malgré la réduction de certains coûts, et pour acheter des cahiers ça reste difficile. Donc nous sommes à une période où la solidarité doit se manifester parce qu'elle est importante.
Oui. Sauf que souvent ces ONG, ces bonnes volontés n'agissent pas en amont, elles agissent ou ils agissent peut-être 2, 3 ou 4 semaines après la rentrée, alors que cela pourrait venir en amont pour que les enfants puissent. Nous espérons également quelque chose pour parler du personnel. Il y a un concours qui est passé, un deuxième même, et dont les résultats ne sont pas encore proclamés. Nous comptons sur le gouvernement pour que ces résultats soient donnés le plus tôt. Bon, on est un peu déjà en retard, mais il n'est jamais trop tard pour bien le faire, en tout cas avant la rentrée, pour que le personnel enseignant puisse avoir encore un regain de motivation et surtout d'effectifs, voilà, pour que tous les enfants aient leur enseignant et bien qualifié d'ailleurs. Donc, je vais ajouter un petit instant pour dire que par rapport à la question de l'entrée scolaire, je crois que le gouvernement, où il y a une association des écoles privées du Togo, une festière comme ça qui existe. Mais ma foi, il y a une question qui taraude beaucoup l'esprit de beaucoup de Togolais. Vous savez, on projette même que la rentrée prochaine, les établissements privés, il y aurait une augmentation des frais. Ce n'est pas qu'on projette, c'est déjà acté. J'étais dans une école hier. Cet aspect-là, je ne sais pas, est-ce que le regard, c'est sous le regard impuissant du gouvernement? Parce qu'en principe, ça doit. Et puis, ça maintenant l'effort du gouvernement. Puisque le gouvernement ne peut pas couvrir tout. Prenez le nez. Combien d'écoles officielles on en a? C'est les privés là qui les gèrent. Alors que je crois que le gouvernement, avant de pouvoir vous donner le certificat de création d'une école, vous êtes rentré dans sa balle, on est tout. Mais il faut que ça soit discuté à la journée, que cela ne soit pas, quand même. Franchement. Vous avez bien fait de relever cet aspect parce que là, cette rentrée, outre les prix des cahiers qui ont déjà augmenté, le pire risque de nous attendre dans les écoles privées. Et pour terminer, comme nous le savons tous, ces élèves auront à parcourir et à traverser des routes. Chaque jour, ces routes sont devenues de véritables tombeaux ouverts. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire en faisant allusion au bilan du premier semestre de l'année en cours en sécurité routière. 3818 accidents, 4883 blessés et 347 morts sur nos routes. C'est le bilan pour seulement 6 mois. C'est ce qui ressort d'un bilan établi vendredi dernier par le ministre de la Sécurité et son homologue des Transports. Nous l'avons appris à travers les radios, les télévisions et les réseaux sociaux. Certainement que nous aurons plus de détails avec nos confrères de la presse écrite au cours de la semaine, puisque la nouvelle est tombée en fin de semaine, alors que tous les journaux étaient déjà au repos. Mais déjà, on peut en une minute chacun se demander ce qui se passe réellement sur nos routes, malgré toutes les mesures que le gouvernement prend chaque année. Les accidents ne font qu'augmenter d'année en année et de bilan en bilan. Oui, malheureusement, c'est le bilan qu'on fait chaque année et il faut saluer déjà l'initiative du ministre. Le ministre et le ministre Afrodéji font l'effort 2 fois dans l'année de faire ce bilan dans tous les semestres. Ce n'est pas pour nous donner des chiffres, mais c'est pour attirer l'attention des populations sur ce qui se joue en termes de drame sur nos routes. On avait l'habitude de compter les contaminations et les décès liés à la Covid, mais comparé à la route, la Covid ne fait rien du tout. C'est vrai. Donc, il y a plus de dégâts sur nos routes et les ministres ont mis ces chiffres-là
veulent attirer l'attention des usagers. Malheureusement, d'année en année, quand ce n'est pas le même nombre, c'est un peu plus. Il n'y a jamais eu de chute. Et la tendance aussi, malheureusement, est africaine et mondiale. C'est un peu la tendance un peu partout. À part cela est dû. Les raisons sont connues, elles sont les mêmes qui reviennent tous les ans. C'est l'état des véhicules, on se rappelle de ce camion qui a tué de pauvres commerçantes la dernière fois, voilà, les ramiers. Et donc parfois il y a des conduites en état d'ivresse, les gens sont ivres ou sont fatigués. Donc il y a plusieurs raisons. Le non-respect du code. Voilà, du code. Avant, on se disait on n'a pas de bonne route. Aujourd'hui, on a de bonnes routes et il y a les excès de vitesse aussi parce que les routes sont bonnes. Ça faut avoir des vitesses. Donc tout ça est connu. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là la difficulté. La dernière fois, on discutait avec un confrère qui a dit quelque chose que je reprends. Il disait que quand il voit certains rouler à Lomé, il se demande si ces personnes roulent avec la photocopie de leur vie. C'est-à-dire que c'est comme il y a une vie originale qui est gardée à la maison pour les amis. Si la photocopie voilà, donc c'est un peu dommage. La vie est importante, on n'a pas son double, il n'y a pas une deuxième vie à la maison qu'on peut aller prendre. C'est le seul document qu'on ne peut pas photocopier. Voilà, et donc toutes les fois qu'on est là, il faut respecter sa propre vie parce que nos parents ont besoin de nous, nos amis aussi, mais il faut respecter les vies des autres. Comme vous voyez, les accidents, et il y a plus de blessés que de nombre d'accidents. Ça veut dire qu'il y a toujours des victimes collatérales. Il n'y a pas que ceux qui conduisent, il y a quelqu'un qui a bloqué ou qui a quelqu'un. Et donc il faut respecter la vie des autres. Et c'est vraiment compliqué, il faut toujours poursuivre la sensibilisation. Il y a la répression, c'est vrai, mais la sensibilisation. C'est vrai, comme prévoir des mesures plus corsées encore, mais Chénard risque de prendre toute la minute pour nous dire comment on explique ce fait qu'aujourd'hui les routes tuent plus que tous les autres fléaux, même le terrorisme. Nous connaissons les conditions améliorées de nos routes et les mesures. Je pense que j'ai mal tout dit, sauf que les mêmes choses on les reprend après 6 mois et puis nous restons toujours en crescendo en termes de victimes. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question. Maintenant, on a besoin, c'est vrai que c'est pour attirer l'attention. Si on attire l'attention que ça ne change pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement prendre des mesures pour pouvoir amener les gens à la raison. Parce que je parle de tout, la plaie très béante et aujourd'hui il faut chercher des solutions. Il faut aller loin les chercher parce qu'on avait entre temps déploré l'état des routes. Aujourd'hui on a les routes et puis les routes, voilà les routes, alors plus de victimes, plus d'accidentés, plus de décès. Je crois que ça doit quand même interpeller plus d'un pour amener les uns et les autres à redoubler de vigilance et à amener vers l'éducation civique parce que ça aussi a manqué. Aujourd'hui, la circulation c'est un danger, même tu peux être dans ton truc, c'est peut-être qui vient te ramasser. Il n'y a pas de mesures qu'on prenne dans ce sens-là. Je crois que le gouvernement, au-delà de ce bilan-là, doit accompagner le bilan des mesures. Parce que c'est les mêmes choses, on dit il faut la visite technique, il faut le code de la route, tout ça là, est-ce qu'il y a des mesures que les gens respectent? Même les agents qui sont là pour le contrôle de ces structures-là, ils ne le font pas, ils ne le font que pour leur poche. Quand on prend quelqu'un, peut-être vous donner 1000 francs, je n'ai pas un permis. Non, je dis certains, voilà, vous m'excusez, certains, la plupart d'ailleurs. Donc quand c'est comme ça, on encourage. Les 1000 francs ne vont pas acheter la vie de ceux qui va peut-être causer des accidents de l'autre côté. Donc il faut vraiment que au niveau du secteur, on puisse amener les agents à travailler dans leur sincérité. En tout cas, selon ce qui a fuité de cette rencontre, des mesures plus corsées encore sont envisageables et envisagées pour les jours à venir. Donc,
quitte à chacun de se mettre au pas. Alors c'est ici que prend cette messe pour ce dimanche 4 septembre 2022 avec Germain Bouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. C'est un magazine d'ailleurs, et du site, le site Togo Réveil. Merci de votre déplacement. Et puis le jeune Mayaba Kwami, qui est responsable, le directeur de publication du journal en double parution, le Symposium, en parution en version électronique et puis en papier. Merci à toute l'équipe technique, Mach Ibrahim, Quentin Dola, Marguerite Sintaya, voilà, toute l'équipe technique qui m'a aidé à célébrer cette messe. C'est bonne fin et bon début de semaine sous la protection divine. Bon retour chez vous, Germain, bon retour dans vos rédactions. La pensée du jour vient de Tino Akebe et dit: je me plaignais de n'avoir pas de chaussures jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme qui n'avait pas de pieds. Je me plaignais de n'avoir pas de chaussures jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme qui n'avait pas du tout de pieds. C'est de Tino Akebe. Bonne méditation pour la semaine et on se retrouve dimanche prochain si tout va bien et tout ira bien. Au revoir. C'est